Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Panel Hebdo. Merci de votre fidélité, de plus en plus affirmée d'ailleurs, à Global Télésud, de Global Africa Télésud et à tous les programmes de la chaîne. Panel Hebdo, vous le savez, c'est l'actualité revue et revisitée en toute liberté par les chroniqueuses et chroniqueurs invités à nous livrer leurs commentaires, analyses, décryptages et parfois leurs humeurs sur les grands faits de l'actualité en Afrique et dans le monde. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Geneviève Gotzinger. Bonjour Geneviève. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci d'être de retour dans Panel Hebdo. Avec plaisir. Vous êtes, merci de m'inviter. C'est un plaisir. Vous êtes présidente de l'agence Image, ancienne directrice générale de RFI, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. Merci d'être là. Nous sommes également en compagnie d'Alfred Chango-Lokoro, inamovible, indéboulonnable, chroniqueur de cette émission. Bonjour Alfred. Bonjour Francis. Maître de conférence à la Sorbonne, Gracien Rokindi-Kiza, un indéboulonnable aussi, omniprésent et régulier dans cette émission. Analyste politique, Gracien, bonjour. Bonjour Francis. Et nous sommes heureux de retrouver quelqu'un qu'on avait accueilli ici il y a quelques semaines dans cette émission et qui maintenant, j'espère, fait partie de l'équipe. À chaque fois qu'on aura besoin de lui, il sera là pour nous apporter ses éclairages, évidemment, sur l'actualité. Jean-Aimé Mouketou, bonjour. Bonjour Francis. Vous êtes géographe et analyste politique. Merci d'être là. Au sommet de cette édition, nous allons parler du cas Joseph Kabila en République démocratique du Congo. L'ex-président congolais accusé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et de massacres de civils, accusé aussi d'être l'instigateur de la rébellion M23 qui sévit actuellement dans l'est du pays. Sur quels éléments se fondent donc de telles accusations et quelles pourraient être les conséquences de cette charge judiciaire contre Joseph Kabila? Nous en parlerons dans cette émission dans quelques instants. Dans cette édition également, retour sur la dissolution des partis politiques au Mali, avec cet appel lancé le 15 mai dernier par le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme qui invite les autorités de Bamako à, je cite, abroger le décret draconien qui a dissous les partis politiques et à rétablir pleinement les droits politiques. Nous en parlerons également dans cette édition de Panel Hebdo. Enfin, l'actualité gabonaise, toujours dominée par l'exfiltration vers l'Angola de l'ex-président Ali Bongo Ondimba, de son épouse Sylvia et son fils Noureddine, tous trois sous le coup de poursuites judiciaires. L'affaire suscite une vive polémique dans le pays. Analyse et explication dans cette émission. Voilà donc pour le sommaire. On commence bien sûr par le cas Joseph Kabila en RDC. L'ancien président congolais et sénateur à vie était attendu au Sénat cette semaine pour présenter ses arguments de défense face à une commission spéciale chargée de statuer sur la levée de ses immunités parlementaires. Mais Joseph Kabila, actuellement à l'étranger, n'a pas jugé utile d'honorer ce rendez-vous. Et selon son parti, le PPRD, pas question pour Kabila de se soumettre à cette procédure qu'il juge illégale et inconstitutionnelle. Je me tourne vers vous, Alfred, vous qui suivez quotidiennement cette actualité, l'actualité de la RD Congo, ou en tout cas de la région. Lorsque nous avions évoqué récemment cette affaire dans cette émission de Panel Hebdo, vous en aviez plutôt minimisé la portée. Vous avez presque même balayé ça d'un revers de main en disant, bon voilà, ce n'est que une petite affaire qui allait s'éteindre. Mais là, on se rend compte quand même que l'affaire a pris depuis une autre dimension. Et on ne peut pas résumer cette affaire désormais seulement à une simple cabale anti-Kabila. Écoutez, Francis, il y a deux ou trois choses à dire là-dessus. Il y a évidemment la question du leadership politique en RD Congo et de la tentation qu'on attribue à Félix Tshisekedi de vouloir museler son opposition et donc en particulier le parti de Joseph Kabila, l'OFCC, le Front commun du Congo. Et d'ailleurs, on a vu un certain nombre d'anciens caciques de ce parti qui sont poursuivis. Il y a l'ancien Premier ministre Matata Ponyo qui a été condamné à 10 ans. Absolument. Il y a l'ancien ministre des Mines qui vient d'être arrêté, Martin Kabouiloulou, qui a été ministre des Mines 2007-2019, qui vient d'être interpellé par la police. Et puis à un moment donné, il y a eu cette tentation de dissoudre
ce parti. Et donc, il y a ces protestations donc, du Front commun. Et puis d'autres membres de l'opposition, comme Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, etc., qui, eux aussi, contestent justement cette tentation de la monopolisation de la vie politique par Tshisekedi. Ensuite, évidemment, ce qui se passe maintenant, c'est l'auditeur général des forces de la cour militaire, de la haute cour militaire, qui a demandé justement la levée de l'immunité sénatoriale de Tshisekedi, de Kabila, à des fins de poursuite pour les motifs que vous avez évoqués ici. Voilà. Et c'est vrai qu'à un certain moment, on s'est posé beaucoup de questions de l'agitation de Joseph Kabila, qui est en Afrique du Sud depuis un moment, parti de lui-même, personne ne l'avait contraint à quitter la RD Congo sous prétexte des études. Évidemment, comme il y a eu cette insurrection à l'Est, d'abord le M23 et puis l'AFC de Corneille Nangaa, qui avait travaillé avec lui par le passé, ça a poussé le pouvoir justement à le soupçonner d'être derrière ce mouvement, ce qui n'est pas totalement faux. Mais enfin, le gouvernement dit de tenir... Vous dites que ce n'est pas totalement faux. Le gouvernement dit de tenir mais c'est vous qui le dites Non, c'est le gouvernement qui dit de tenir des preuves. Le gouvernement dit de tenir des preuves. Non, parce que vous dites que ce n'est pas tout à fait faux. Parce que, parce que sur quels éléments se fondent de si lourdes accusations? Exactement. Pareil, quand même, Crime de guerre, crime contre l'humanité, et complicité avec un mouvement de rébellion. Il y a comme c'est le cas pour Success Masra au Tchad, il y a des faisceaux de présomption. De présomption qui existent totalement. Et donc, on verra ce qu'il en sortira, au fond, puisque la commission sénatoriale est en train de se réunir au moment où nous parlons. Pour lever son immunité. On ne sait pas si ça va être levé ou pas. Il y a une contestation d'ailleurs de cette procédure, parce qu'en fait, son parti rappelle justement qu'on ne lève pas l'immunité d'un sénateur à vie. Ça n'a pas de sens. Non, parce que le président du Sénat, donc Samalou Kondé, Kiange, a très bien expliqué que c'est au nom de l'article 224 de la Constitution que 224 du règlement intérieur, justement, du Sénat, que c'est au nom de cela que la commission sénatoriale a été constituée, c'est dans leur droit. Mais il y a une autre loi. Alfred, est-ce que vous pensez qu'il y a des éléments suffisamment solides pour mettre en accusation un ancien chef d'État? Vous pensez que, Francis, que l'auditeur général de la haute cour militaire va s'aventurer à demander sa levée de l'immunité sénatoriale s'il n'y avait pas de preuves? S'il n'y avait pas de preuves. Ou des éléments, en tout cas. Des éléments. Concordants. Et donc, c'est ça qui fait effectivement que le Sénat est en train d'examiner, au fond a déjà examiné, mais c'est la résolution qu'on discute en ce moment. Que pensez-vous de son refus de se rendre justement au Sénat, où il était attendu le 20 mai dernier? Alors, ça s'explique simplement par ceci qu'il a peur. Il a la crainte d'être saisi dès qu'il arriverait à l'aéroport. Et puis, il pourrait être arrêté. Exactement. Et donc, il voudrait éviter cela, mais ça s'est fait, hein. C'est pas rien quand même ce que vous dites. Pardon? Tout à fait. Oui. Il aurait pu être arrêté directement à l'aéroport et puis après, comme ça se passe souvent avec la justice en RD Congo, on ne s'embarrasse pas des formes. Alors, il faudrait qu'on nous explique quand même quel intérêt aurait, parce que moi je ne sais pas, Joseph Kabila à soutenir la rébellion du M23. Alors, au fond, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu ces accords après 2019, quand Tshisekedi a été, contre toute attente, et désigné comme président de la République de RD Congo. Vous dites bien désigné, parce que évidemment, c'était un arrangement avec Joseph Kabila. Tout à fait. C'est lui qui a fait Tshisekedi roi. Exactement. Ça. Parce que tout le monde sait que c'est Martin Fayoulou qui avait gagné cette élection-là. Et que donc, il y a ce deal qui est là, qui avait fait que, justement, que Tshisekedi soit au pouvoir, moyennant quoi assurer cette immunité-là à Kabila, donc de non-poursuite. Simplement,
Tshisekedi, ce qu'il a fait tout au long de ce premier mandat, c'est de lancer chaque fois comme ça des ballons d'essai pour dire nous allons déboulonner les statuts, nous allons déboulonner, il avait dit déjà aux États-Unis, à Washington. En fait, il cherche à s'affranchir de celui qui l'a fait roi. Exactement, parce qu'à un certain moment, c'était devenu gênant parce que les membres du parti de Kabila étaient tout le temps en train de rappeler à Tshisekedi, ben voilà, c'est grâce à nous que vous êtes là, c'est grâce à nous que vous êtes là. À un certain moment, il fallait s'affranchir justement de cette tutelle. Et au fond, entre guillemets, la légitimation par la réélection de Tshisekedi en 2023, ça fait qu'effectivement, lui, au fond, il ne se sent plus redevable envers voilà, Kabila, et que donc il peut, aujourd'hui, puisqu'il a les coudées franches, puisqu'il a la majorité, il peut justement frapper. On est quand même bien au-delà d'une simple querelle de personnes, parce qu'il s'agit là d'un dossier judiciaire plutôt lourd, Gratien. Oui, c'est un dossier judiciaire qui est lourd. En fait, pour moi, il y a eu beaucoup de choses. D'abord, si je reviens sur le point, en principe, il ne devait pas être jugé par une commission du Sénat, parce qu'il y a la... Il n'est pas jugé. Non, non. Au niveau, la commission a été mise en place pour statuer sur son immunité. Oui, exactement. Mais parce qu'il y a une loi du 26 juillet 2018, à son article 18, qui dit bien que c'est le Congrès, l'Assemblée nationale et le Sénat réunis qui doivent lever l'immunité. Bon, il y a cette loi qui existe déjà. 224 articles, c'est la Constitution. Il y a cette loi aussi qui existe. Et non, mais ce qu'il faut dire, c'est-à-dire que là, non. J'ai la loi. Le Sénat a ce droit-là, justement, de constituer une commission d'enquête. C'est une commission d'enquête. Exactement. Oui. C'est ce qui se passe maintenant. C'est la commission d'enquête qui instruit la demande de l'avocat du haut. C'est ça. Bon, je vais continuer. Parce que, bon, ça aussi, c'est un point. De l'auditeur général, oui, mais de la haute cour ils vont passer militaire. par une autre phase. Mais en réalité, quand on voit par exemple ce qui se passe en RD Congo, pour moi, il y a eu les erreurs des deux côtés. Du côté de Kabila, l'ancien président Kabila, il y a eu un engouement médiatique, il a parlé qu'il va entrer en passant par l'Est. Les gens ont compris qu'il devait, certains même de son camp, ils ont fait comprendre qu'il devait aller à Goma. Il n'a jamais été à Goma, mais ça sous-entendait. Moi, je me dis... Mais en quoi c'est une erreur d'aller à Goma? Alors, je l'explique. Dans son pays, c'est son pays quand même. C'est son pays, il a des propriétés, il pouvait y aller, il pouvait y vivre. Oui. Mais ce n'est pas un problème en soi au niveau, disons, ce n'est pas une faute. Mais en réalité, en face de lui, il y avait quelqu'un qui l'attendait. C'est-à-dire que, pour moi, l'ancien président Kabila, en posant ses actes, moi je me suis dit, j'ai suivi tout ce qui se passait. J'ai essayé de voir si vraiment, de chercher des infos pour savoir s'il est parti à Goma. Alors, en ce moment-là, il devait se poser la question, est-ce que si je fais ça, la partie en face peut faire quoi? Et si la partie en face agit de cette façon, qu'est-ce que je peux faire? Moi, j'étais convaincu qu'il avait vraiment une baguette magique en disant que j'y entre, je vais aider le M23 pour débarquer à Kinshasa. Mais si c'est juste le M23 qui n'arrive pas à prendre Uvira, qui n'arrive pas à sécuriser Bukavu, la partie de l'Est, on se dit finalement, un ancien président, comment est-ce qu'il peut, disons, agir ainsi? Non, mais Gracien, quand on vous écoute, le sentiment que la complicité présumée de Kabila avec le M23 est acquise, quoi. Non, je ne parle pas de complicité. Oui. Je parle de ce qu'il a dit par rapport à l'interprétation des autres. La complicité, les connaissances, bien sûr qu'il se connaît. Les gens qui ont été à Goma. Il y a une différence entre se connaître et soutenir une rébellion. Oui, alors, le soutien, personne n'arrive à prouver qu'il y a un soutien. Il n'y a pas un soutien financier. Il en est accusé. Oui, il est accusé, justement. Oui. Le fait de rencontrer quelqu'un, il peut rencontrer Nanga à Kampala. Et il y a Senko qui a rencontré Nanga à Goma. Oui. Ils n'ont pas été inquiétés. Oui. Donc, il y a de cette façon, d'abord, pour moi, il y a une erreur politique de Kabila. Parce que voilà tout ce que ça a entraîné. Mais du côté du pouvoir, ils n'ont pas de preuves. Il y a des présomptions, comme Alfred le dit. Et en même temps, on se lance. Disons, le parti, il a plus son parti. Il y a le parti qui n'est plus sur la place pour agir. Et en même temps, on se lance au niveau
sur la partie judiciaire qui est compliquée, parce que si vraiment c'est la vraie justice, il va falloir apporter des preuves. Ce n'est pas un ami de Nanga qui a dit ça finalement, qu'on va dire qu'il est coupable. On ne peut pas accuser quelqu'un de trahison, de meurtre, parce qu'il a rencontré quelqu'un de M23 ou de l'AFC, et d'AFC, pas M23 en soi, parce que si on raisonne, on comprend mal. Le M23 a été créé. Le M23, ça a été créé après, entre guillemets, la trahison entre ce que Kabila par rapport au M23, aux gens de Ngunda. Parce que c'est le mouvement des accords qui ont été faits. D'accord, on ne va pas remonter jusqu'à l'histoire parce que sinon on aura du mal à suivre. Oui. C'est-à-dire qu'avec ces trahisons, ce sont les accords qui devaient être appliqués par Kabila, qui n'ont pas été appliqués. On voit mal comment Kabila pouvait débarquer en disant Makenga, moi je viens, je vais vous aider. Et je ne pense pas... Vous avez des doutes, vous, là-dessus? Moi, j'ai des doutes. J'ai des doutes d'être... Bon, la complicité, il peut y avoir, un soutien politique. Mais un soutien politique, même non seulement... En tout cas, voilà ce que... Même les autres politiciens comme Katumbi, il peut y avoir un soutien politique de la rébellion, mais sans qu'ils se prononcent, sans qu'ils disent... sans qu'ils s'impliquent vraiment ouvertement comme voilà ça. Ce que dit en tout cas Ferdinand Cambéré, secrétaire permanent adjoint du PPRD. Le PPRD, c'est le Parti du peuple pour la reconstruction de la démocratie, le parti de Joseph Kabila. Il dit, et selon lui, une invitation du président du Sénat à Joseph Kabila est illégale et se fonde essentiellement sur des rumeurs de sa présence présumée à Goma, ou encore... pour le fait qu'il ne condamnerait pas l'agression rwandaise, dit donc Cambéré, qui estime que, je cite, c'est une honte pour notre Sénat de s'écarter de la loi portant statut des anciens chefs d'État. Donc pour lui, en fait, pour le parti, en tout cas, tout cela repose sur des rumeurs, quoi. C'est des bonnes guerres pour le PPRD, ou ce qu'il en reste. Oui. Ce qu'il en reste. Ce qu'il en reste du PPRD, vous voulez dire. Exactement, et du FCC. Bon. Pour ce qu'il en reste, c'est presque une coquille vide. Oui. Bien. Donc, il y a très peu de sénateurs, très peu de députés, donc voilà, ils n'ont même pas participé. C'est comment les élections se sont déroulées. Ils n'ont pas participé à la présidentielle, donc ils se sont dégagés de tout ça. Donc, c'est presque une coquille vide. La deuxième chose, Kabila, au fond, il s'est donné, au fond, le bâton pour se faire battre. Lorsqu'il tient cette conférence de presse au Zimbabwe ou en Afrique du Sud pour dire « Bien, voilà ce qui se passe dans mon pays, c'est très grave, il faut que je rentre pour aller régler ce problème-là. Oui. À bientôt, nous allons nous retrouver à ces chefs d'État-là. Oui. » Comment voulez-vous que Tshisekedi et les autres interprètent la chose? C'est de dire, mais tiens donc, ça explose à l'Est là-bas, et coïncidence, au même moment, il tient cette conférence de presse. On ne lance pas de machine judiciaire. Non, il n'y a pas que ça. Il pouvait inverser, aller à Goma sans parler, et puis en revenant en disant, moi je suis dans la médiation, je suis parti les écouter, je vais voir l'autre partie. Exactement, il aurait pu, il ne l'a pas fait. Et donc, ça fait que pour ceux qui sont à Kinshasa, il y a ce soupçon qui pèse de dire, mais on a entendu Nanga dire d'ailleurs, nous sommes avec Kabila, on les a tous entendus dire cette chose-là. Vous dites beaucoup, on a entendu dire, il a dit non, que, mais etc. je dis, oui, c'est ça, non. Ça tient, on a entendu. Oui, parce qu'il s'agit d'un dossier judiciaire quand même. Bah bien sûr, mais... moi je pense que ce que nous devons noter, c'est que le sujet que nous avons là, c'est un sujet très complexe, qui risquerait encore de raviver cette animosité entre les régions suivantes. D'un côté, nous avons la région de l'ancien président, Joseph Kabila, je crois que c'est le Katanga. Et de l'autre côté, nous avons la région du Kasaï, originaire du chef exécutif actuel, donc Antoine, comment il s'appelle, Tshisekedi, voilà. Et quand on regarde aussi le comportement de l'ancien président qui est resté au pouvoir pendant 18 ans, tout à l'heure, vous étiez en train de parler de son silence épais, un silence aussi trompeur. Il est silencieux en général. Hein, oui, bon, c'est pour un ancien chef d'État, le pays est dans cette situation que nous connaissons tous, rester avec cette posture, un silence épais, comme je disais, trompeur, et on sait
que Joseph Kabila aussi, hein, ce sont plusieurs langues. Moi, j'entends, même dans le milieu africain, que ce soit ici en France, en Afrique ou bien au Canada que je fréquente, c'est quelqu'un quand même qui s'est enrichi en 18 ans. On ne sait pas s'il peut justifier sa richesse. Ça, c'est pas ce qu'on lui reproche. Hein. C'est pas le sujet. Oui, mais ça, ce sont des éléments. Hein. Ce sont des éléments. Donc, j'étais en train de dire que aujourd'hui, en fait, ce que nous devons éviter, c'est que, de un, Kabila et Tshisekedi, ce sont deux chefs d'État, ancien chef d'État et le chef actuel, ils se connaissent bien. Nous savons ce que Kabila a fait. Il a fait le tout-bois pour donner le pouvoir, si vous voulez donc, à M. Tshisekedi. Donc faisons attention. Moi, je ne voudrais pas que les populations congolaises se retrouvent encore dans une situation de crise qui n'aura pas d'issue. En tant qu'héritier, je voudrais vous dire, du royaume Congo, avec K, dans la zone Luango, le royaume Luango, puisque je suis du royaume Luango, du côté du Gabon, je voudrais dire tout simplement que nous n'avons pas besoin de ces comportements tribalistes. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi l'aspect tribalisme qui anime, si vous voulez, la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas besoin de ces tiraillements. Nous n'avons pas besoin, si vous voulez, donc, de ces querelles intestines. Aujourd'hui, le Congo a besoin de la réconciliation. Il faudrait que les chefs d'État se retrouvent autour d'une table. On va dire quel chef d'État, là? Mais écoutez, le chef d'État actuel, avec l'ancien, quand on est un ancien chef d'État, on ne cherche pas... chef d'État de la région. Non, mais on peut aussi parler de... peut-être c'est un sujet qu'on est en train de voir, si vous voulez, de façon globale. Vous voyez, l'Afrique centrale, aujourd'hui, ou bien la sous-région est bloquée, c'est par rapport à tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Vous voyez, donc aujourd'hui, pour ma part, comme je disais, en tant qu'héritier de cet ancien royaume, Congo avec grand K, donc moi je suis du royaume Luango, il faut que les Congolais se réconcilient d'abord. Il faut qu'ils se réconcilient. Si on regarde la situation actuelle de la République démocratique du Congo, quand on voit toutes les études qui sont faites par la Banque mondiale, le FMI ou bien les agences de notation financière, mais le pays est dans une situation chaotique. Vous voyez, le pays, je ne vois pas une stratégie qui va dans le sens du développement. Par contre, je vois plus les guerres, je vois plus les querelles entre Congolaises et Congolais. Vous voulez dire donc que ce pays n'a pas besoin de crise supplémentaire, c'est ce que vous voulez dire. Tout à fait. Ce pays n'a pas besoin de crise supplémentaire. Ce pays a surtout besoin, je rappelle que ce pays aujourd'hui a surtout besoin de la réconciliation. Très bien. Geneviève. Oui, c'est un pays en guerre. Quel regard vous portez non, sur... mais c'est un pays, c'est pas un pays que je connais très bien, mais c'est un pays en guerre. Donc c'est un pays en guerre avec une fraction de lui-même, et c'est un pays en guerre avec son voisin. Donc c'est... Quand on est chef d'État, dans ce cas-là, quand on est chef d'État d'un pays en guerre, comme l'est Félix-Antoine Tshisekedi, l'objectif, c'est quand même d'agréger autour de soi, d'être dans une logique d'inclusion. C'est ça. Sans ça, on n'arrive pas à sortir de cette guerre, en fait, qui est quelque part une guerre civile. C'est les pires des guerres, les guerres civiles. Et là, j'ai l'impression, alors je suis d'accord avec ce que vous avez dit l'un et l'autre, il y a quand même une maladresse, sans doute, au départ, de Kabila qui est réelle, cette idée de faire savoir qu'il va aller à Goma, pourquoi y faire, en revenant du Rwanda, qui est l'ennemi désigné. Bon, donc, tout ça, c'est sans doute extrêmement maladroit. Il y a aussi une projection sur 2028. On a beaucoup parlé du passé, mais à mon avis, Félix-Antoine Tshisekedi, il est aussi dans l'avenir. Il y a des arrière-pensées politiques évidentes. Il est dans l'avenir. De la part de Kabila. Des deux. Kabila veut sans doute revenir. Tshisekedi se dit, est-ce qu'il veut revenir? Enfin, il veut peut-être pas que ce soit lui donner le pouvoir, enfin que le pouvoir repasse au camp Kabila. Mais c'est toujours celui qui est président de la République, parce qu'il est en charge du pays. C'est toujours lui qui est responsable de la réconciliation et de l'inclusion. Oui. Et sans réconciliation et sans inclusion, je ne vois pas bien comment la République démocratique du Congo peut aujourd'hui se sortir de cette situation inextricable. Elle a besoin de tous ses enfants, donc elle a besoin de Kabila, elle a besoin de Katumbi, elle a besoin de Fayoulou, elle a besoin de tout le monde, de Tshisekedi, voilà, me semble. Une fois de plus, Alfred Laballe est dans le camp de Félix Tshisekedi, finalement. Non seulement ça, mais je voudrais quand même rectifier ce que tu as dit. Quand même, non? Oui, ce que je voudrais rectifier quand même le fait... Non, le tribalisme, ça n'existe pas en RD Congo. Oh, vous savez... Même dans le cas actuel, le président du Sénat
Oui. Sama Lukonde, il est du Katanga. Sama Lukonde Kyonge. Dans la commission des 40 sénateurs qui se sont penchés, qui se penchent sur ce dossier de levée de l'immunité parlementaire, il y a au moins 17. Il y a 17 Katangais. Ouais. Katangais qui sont là-dedans. D'accord. Donc ça ne tient pas la route. Bon. Mais la balle dans le camp de Tshisekedi, mais c'est ce qu'il a fait au fond lors de son premier mandat en créant cette union nationale, quand il a créé pour essayer de rassembler tout le monde, il a essayé de faire ça. Et aujourd'hui encore, il a fait cet appel-là en disant, bon, puisque l'Est de la RD Congo est attaqué, il faut qu'on se retrouve tous, on va créer un gouvernement d'union nationale qui allait assurer justement, pendant cette période de crise, ce rassemblement. Il aurait beaucoup de mal à le faire. Exactement. Ah ben oui, justement. Il a quand même réussi à provoquer une grande défiance d'une partie de la population et de la classe politique. Pas tellement de la population, surtout de la classe politique. À son égard. De la classe politique. Bon. Et puis, il y a cette mission, justement, de l'Église catholique et puis, de l'Église protestante, qui a fait, justement, cette tournée, qui va lui rendre, justement, le rapport sur la nécessité de ce dialogue national pour sortir de la crise. Mais pour le moment, je pense effectivement que Kabila a commis une erreur monumentale en voulant justement aller rencontrer les Corneille Nangaa, etc. Il aurait pu, hein, puisqu'il se parlait avec Félix Tshisekedi. Oui. Il a le téléphone de Tshisekedi comme Tshisekedi a son téléphone. D'accord. Qu'est-ce qui l'a empêché pendant ce temps de dire, écoutez, non, mais la situation à l'Est là-bas, il faut qu'on en parle tranquillement, sereinement, voilà. Sauf qu'il a fait un mauvais choix qui a fait qu'aujourd'hui, il est poursuivi au fond. Ferdinand Cambéré vous répond, c'est la réponse du secrétaire permanent du PPRD. Il dit ceci: ce n'est pas en s'acharnant contre Kabila que les gens oublieront que ce sont ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir qui ont permis au M23 de revenir. Ils refusent même les propositions de sortie de crise faites par les évêques. Ils ont validé la balkanisation du pays et la seule voix qui s'y oppose encore clairement, c'est celle de Kabila et de son parti. Voilà la réponse du PPRD. Foutaise totale. Foutaise totale. Si vous dites foutaise, ils ne sont pas là pour vous répondre. Non, mais ils écouteront et puis ils répondent. Non, ce que je veux dire, la question de la balkanisation de la RD Congo, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Oui. C'est le fait que Kabila, 2 ans avant son départ, enfin, dans le glissement qu'il avait fait de son mandat, a décidé de créer 26 provinces. Aujourd'hui, c'est ça la balkanisation de la RD Congo. Qui a reçu les émissaires du M23 pendant 12 mois à Kinshasa dans les hôtels payés par l'État. Peu importe cela, parce que, au fond... Oui. Au fond. Il faut conclure, Alfred. Oui. Mais la conclusion, c'est simplement ceci. Si on peut parler de la balkanisation de la RD Congo, c'est Kabila qui a commencé en décidant de sortir de 11 provinces qui avaient à l'époque à 26. Et au fond, aujourd'hui, chaque gouverneur, chaque province a ses propres lois. Ce qui fait que le pouvoir central s'est dilué. Il y a cette atomisation politique qui fait qu'aujourd'hui, décentralisation justement, au fond, pour le moment. C'est ça qui pose un problème pour le Congo. Non, ce n'est pas ça. Oui, il y a trop de centralisation. Il disait à l'époque qu'il le faisait, dans une stratégie de décentralisation, et que c'était justement l'antidote à la balkanisation. Mais c'est tout le contraire qui se produit aujourd'hui. Merci beaucoup. Bon, écoutez, on invitera son avocat pour vous répondre. Non, ou Cambéré qui vienne et puis qu'on débatte. D'accord. Autre sujet dans cette édition de Panel Hebdo, le Mali. Retour sur la dissolution des partis politiques dans ce pays, prononcé le 13 mai dernier par les autoritaires militaires de Bamako. 2 jours après, le 15 mai, donc le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a invité les autorités de Bamako à, je cite, abroger le décret draconien ayant dissous les partis politiques et à rétablir pleinement les droits civiques. Geneviève, alors, quel peut être l'impact de cet appel sur la situation en cours au Mali, selon vous? Aucun. Aucun. Oui, non, absolument. C'est clair.
On est là dans 3 dictatures militaires sur le long cours, peut-être 4, enfin en tout cas 3 à coup sûr dans les pays de l'AES sur le long cours. La dissolution des partis empêche de fait toute élection. On a des présidents qui sont là pour des mandats de 5 ans renouvelables ad vitam aeternam. En fait, on s'inscrit dans la durée. Avec quand même quelque chose. Alors, c'est vrai que sur les droits de l'homme, la dissolution des partis politiques, voilà, c'est une entorse. Mais pas que. Enfin, là, pour le coup, il y a des massacres ethniques, pour le coup, il y a du tribalisme, pour le coup, il y a des chasses aux peuls, aussi bien en Burkina Faso qu'au Mali. Pour le coup, tout ça, ça existe. Avec un début de retournement de l'opinion publique. C'est quand même ce sentiment-là. La manifestation du 3 mai dernier à Bamako, qui a d'ailleurs ensuite entraîné la dissolution des partis, mais qui visait à lutter, enfin à se rebeller par avance contre cette dissolution des partis politiques, quand même été suivi, vraiment suivi. Désormais, toute activité politique est interdite dans le pays, sauf pour la junte, évidemment. Sauf pour la junte, bien évidemment. Mais ce jour-là, on a quand même entendu des revendications de liberté, d'élection, de démocratie, des mots qui semblaient passer en arrière-plan ces dernières années au Mali. Donc, j'ai le sentiment qu'il y a un retournement de l'opinion publique, léger. Enfin, ça commence, se rendre compte que... Et puis si ça fonctionnait, ce pouvoir aussi, à la limite, ça ne fonctionne pas. Le problème, c'est la risque d'installation d'un califat quand même dans un des 3 pays bientôt. Hein. Oui, quand là, même vous faites une progressivement. projection hardie. Oui, je fais une projection. Non, je fais une projection hardie, mais je m'aperçois que progressivement, au Burkina Faso, un certain nombre de villes sont en train d'être conquises. Hein. Je m'aperçois que... Pour revenir au Mali, à la dissolution des partis, il faut quand même préciser que un certain nombre d'acteurs politiques aujourd'hui, de la société civile ou de simples citoyens, engagent des actions en justice pour justement contester cette dissolution des partis politiques. Tout à fait, notamment des Ils avocats. se servent en fait, je veux dire, de l'argument constitutionnel pour porter devant la justice leurs revendications pour abroger ce décret qui, selon eux, reste anticonstitutionnel, puisque dans la charte des partis politiques et dans la Constitution, il est inscrit très clairement que ce pays est un pays qu'il s'agit d'un système multipartisan, que le multipartisme est inscrit dans la Constitution. Donc le fait d'interdire les partis est une sorte d'effraction. C'est la seule chose qui reste, jouer le droit. Le droit contre la force, mais après, c'est vraiment très compliqué. Alors, selon le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, alors je cite, toute restriction de la participation politique doit être conforme aux obligations internationales du Mali en matière des droits humains. Là aussi, je veux dire, un système comme celui-là, aujourd'hui, s'écarte complètement, je dirais, de ses engagements internationaux. Ça fait un moment qu'il s'écarte de ses engagements. Enfin, il n'y a plus d'engagements internationaux. Il s'en écarte totalement. Ces 3 pays, en l'occurrence le Mali, c'est une espèce d'îlot comme ça, on fait ce qu'on veut. On est une forme de citadelle assiégée avec encore une fois des groupes armés terroristes qui progressent. Et c'est quand même ça le danger essentiel. Enfin, il y a 2 dangers. Il y a effectivement le danger pour l'état de droit qui n'existe plus, mais il y a également, encore une fois, le danger de progression de ces groupes armés terroristes. Qui rentrent dans les casernes et qui se servent en matériel militaire. Donc c'est quand même extrêmement préoccupant. Avec la dissolution des partis politiques, le pouvoir militaire, de certaine façon, restaure de fait un système de parti unique. Non. Moi, je pense que c'est vrai qu'il y a cet esprit de surprise. Parce qu'il faut repartir depuis le XVIIe siècle. Nous avons là un pays... Vous allez loin, là. Oui, depuis le XVIIe siècle... On peut juste remonter il y a 5 ans. Depuis le XVIIe siècle, en fait, c'est pourquoi je parle de surprise. Depuis le XVIIe siècle, il ne faut pas oublier que le Mali est le grand pays fondateur de la charte des droits de l'homme et de la Constitution au XVIIe siècle, avant les Lumières. Donc parler de la suppression des partis politiques aujourd'hui, ça me surprend beaucoup. Et puis il y a aussi, comme disait Madame, la problématique du terrorisme qui existe aussi. Nous avons un pouvoir de transition qui est là depuis 4 ans, qui est en face de cette problématique du terrorisme. Enfin, le terrorisme existe aussi, de l'autre côté, nous avons... Le terrorisme existe aussi au Nigeria et pourtant, le multipartisme est tout à fait actif au Nigeria et les élections se tiennent en temps et en heure. Je ne fais pas ici... Non, je précise juste que... Voilà. Donc, et de l'autre côté... Le terrorisme n'exclut pas, je dirais, la vie démocratique dans un pays. Tout à fait. Et de l'autre côté,
est-ce qu'il faut accepter la cacophonie des partis politiques qui existent? C'est-à-dire que nous avons la transition, nous avons le terrorisme et la cacophonie, si vous voulez, des Pourquoi partis vous parlez de politiques. cacophonie? Quoi, cacophonie? Mais écoutez, quand je parle de cacophonie, c'est-à-dire que... Vous voulez supprimer aussi les partis politiques aussi au Gabon, peut-être, non? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Nous sommes dans une 5e République, donc démocratique. Il n'y a pas de parti politique? Si, il y a des partis politiques qui C'est une s'expriment cacophonie librement. Non. Nous ne sommes pas dans la situation du Mali, si vous me permettez, Oui. pour aller au bout de mon idée. C'est que le Mali, quand j'écoute certaines analyses, on veut dire qu'il faudrait que le Mali, on parle de la démocratie au Mali. Est-ce qu'on peut organiser aujourd'hui une élection au Mali de manière démocratique? Il y a eu l'élection, Face, il y a eu un référendum. Non, Il y a eu un à référendum l'échelle Oui, il y a eu un du pays. référendum il y a 2 ans. À l'échelle du pays, y compris dans les zones occupées par... Mais il y a eu un référendum il y a 2 ans. Donc, moi, je pense que ce qu'il faudrait faire au niveau du Mali, c'est d'éviter qu'un régime militaire s'enracine, parce qu'en discutant avec les Maliens, c'est ça l'inquiétude. C'est-à-dire que nous avons un régime militaire, on parle de transition, mais qui est là en train de s'enraciner sans une idée, si vous voulez. On dit, il y a, par exemple, au Gabon, on savait déjà qu'il y avait une transition. Les militaires ont été clairs en disant que dans 18 mois, avant la fin de l'année 2025, nous allons organiser les élections présidentielles. Vous voyez? Donc, il y a un chronogramme qui avait été donc arrêté. Mais au Mali, il n'y a pas ce chronogramme. Donc, je comprends les inquiétudes. La transition, le délai de la transition expirait en mars de l'année dernière. Il n'a pas été respecté, ce délai. Mais c'est pourquoi j'ai dit le chronogramme n'existe pas. Il n'y a pas de chronogramme qui existe. Oui. Donc, vous voyez, donc le Mali, en fait, si vous voulez, j'ai bien peur qu'on revienne dans la situation du désordre. C'est-à-dire que n'oubliez pas que c'est un pays... C'est l'ordre actuellement, donc. Désordre, c'est pas l'ordre militaire. Mais bien sûr, l'ordre militaire qui n'a pas d'issue, on peut aboutir, si vous voulez, donc à un autre désordre militaire. Donc c'est que le Mali... C'est ce que vous craignez, vous, qu'il y ait un autre désordre militaire? Mais bien sûr. Autrement dit, qu'est-ce que vous appelez désordre militaire? Mais le désordre militaire, ça s'est déjà passé. Je ne vais pas utiliser. Peur du mot. Il y a des notions que je ne vais pas utiliser. Ici... Ne soyez pas aussi pudique. Vous savez, Francis, quand nous parlons de nos pays, quand on parle du Mali, il faut retenir que le Mali fait partie des États où il y a eu beaucoup de coups d'État. Oui, ça. Et ceux qui sont là, qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas à l'abri d'un coup d'État. Ouais. Voilà, c'est très bien. Il n'y a pas d'issue. Puisque nous parlons du Mali, il n'y a pas d'issue en ce moment, d'issue politique. Il n'y a pas d'issue politique voilà. en ce moment. C'est important ce que vous dites. Il n'y a pas d'issue politique. Alors, moi je pense qu'au Mali, comme dans les autres pays, il y a une erreur sur les périodes. Au niveau des coups d'État, au niveau des coups d'État militaires, il y a la période avant la conférence de la Bolle. On savait bien, un militaire faisait un coup d'État, il était au pouvoir, il n'y avait pas de parti politique dans plusieurs pays. Donc, c'est une époque révolue. Là, pour le moment, on a changé. Bon, il y a les élections, il y a les partis. Les gens, il y a des coups d'État. Même là, il y a des coups d'État. Mais on sait bien, comme par exemple au Gabon, c'est bien, on fait un coup d'État. On essaie de se remettre dans le civil pour se mettre. Par exemple, le président du Mali, il peut par exemple dire les partis politiques, je les laisse. Moi, j'ai un parti politique ou je n'ai pas de parti politique, je suis un indépendant. Je me présente aux élections. C'est ça. Bon, tout en sachant bien qu'il va les gagner parce qu'il va les tricher. Et quand il va gagner les élections, il va se reconvertir, il va se dire finalement, il y a les partis politiques et je suis président. En ce moment-là, c'est la démocratie. Ils vont essayer de mettre... Et pourquoi ils ne font pas ça au Mali? Justement, c'est ça la question qui se pose. J'ai l'impression qu'ils se trompent de période. On n'est plus au moment où c'est le parti unique, il y a les partis politiques. Les coups d'État qui se font, ce n'est pas seulement au Mali, Niger, au Burkina Faso, il y a eu des coups d'État. Il y a des militaires qui ont fait des coups d'État, qui sont reconvertis. Par exemple, au Gabon, il y a d'autres pays. Au Gabon, quand on a vu les gens qui sont les présidents qui étaient à l'investiture, on ne pouvait pas se dire que c'est un militaire qui a fait un coup d'État, qui vient de gagner les élections, qui se présente. Il a été, entre guillemets, blanchi. Donc, ces pays-là devaient au moins avoir une leçon, ne pas supprimer les partis politiques, mais se préparer assez rapidement aux élections. S'ils sont battus,
avant les élections, on sait bien comment ça se passe. On fait une loi pour les anciens présidents, pour ne pas changer chaque fois. Bon, et cette loi peut protéger l'ancien président s'il perd les élections. Donc, il serait assez rassuré. Et donc, du coup, il ferait entrer le pays dans la démocratie, comme ça s'est fait au Ghana. Oui. Au Gabon. Alors, Non, au Ghana. Au Ghana, je dis bien au Ghana aussi. D'accord. Je veux dire, avec cette dissolution des partis politiques, est-ce que le pays avait besoin, je veux dire, de l'ouverture d'un nouveau front de confrontation, de conflit, désormais entre une partie de la population, évidemment, qui rejette cette décision, et d'autre part, le pouvoir militaire? Bien sûr que non. Bah oui. La réponse est dans votre question. Bien sûr que non. C'est quand même un pays là encore en crise, là encore sous menace terroriste permanente. Là encore, l'idée de l'inclusion pour s'en sortir serait la meilleure. Une situation économique aussi. Une situation économique catastrophique. Tout ça va ensemble. Mais quand on est un pays en crise sous pression terroriste permanente, là encore, l'idée, c'est pas de braquer les présidents des partis politiques. L'idée, c'est pas de braquer les futurs candidats. L'idée, c'est pas de braquer des ethnies entières contre vous. C'est plutôt l'inverse. Là, encore une fois, c'est inclusif. Mais malheureusement, c'est pas Alfred, ça. est-ce qu'on peut parler, quand on observe le comportement de ce pouvoir militaire, est-ce qu'on peut parler d'un agenda qui est pensé de manière pertinente ou plutôt on a affaire à une sorte de fuite en avant? Alors, quand on a des militaires au pouvoir, on sait que ça ne pense pas à un militaire. Ah ben là, D'accord ? c'est un peu... Ça ne pense pas à un Si, je militaire. dis pas ça. Non, ça ne pense pas. Peut-être autour. Ça, c'est un. Deux, agenda caché, non. Les choses sont très claires. C'est-à-dire que... Est-ce qu'il y a un agenda pertinent que l'on peut vérifier? Est-ce qu'il y a un projet politique? Assimi Goïta. Ou alors nous avons affaire à une fuite en avant? Assimi Goïta, mais rendons-lui quand même justice dans ce que nous sommes en train de dire ici. Il a dissous les partis politiques pour créer une nouvelle loi limitant le nombre des partis Oui, c'est politiques qui va être promulguée bientôt. Oui, avec des conditions très particulières. Exactement. Donc, il y a cela. Deux, tu l'as rappelé tout à l'heure, Francis, il y a des avocats comme Maître Moutagatal et d'autres qui ont porté au niveau de la Cour suprême un recours contre cette décision-là. Alors, nous savons que le but de la junte malienne, Assimi Goïta, c'est de rester au pouvoir, peu importe les conditions. Et donc, il est en train de tout faire pour rester au pouvoir. Choguel Kokala Maïga est parti pourquoi? Parce que justement... L'ancien Premier ministre. Exactement. Parce qu'à un certain moment, il commençait justement à voir qu'on le tenait à l'écart, qu'on l'éloignait progressivement, parce qu'il sentait quand même que Assimi Goïta et ceux qui sont autour de lui, l'actuel Premier ministre, qu'ils étaient en train de resserrer pour pouvoir se prolonger justement à la tête de l'État malien. On va vers cette dictature du parti... Alors, on va se donner un semblant de démocratie en lançant cette loi sur les partis politiques, et puis on va créer un parti politique qui va légitimer la présence d'Assimi Goïta à la tête de l'État. Et puis, n'oublions pas que, puisque Geneviève rappelait ici l'AES, c'est-à-dire que une décision, voilà exactement, une décision qui est prise dans un pays de l'AES a des répercussions sur les autres. Et donc, ils sont en train de voir si on autorise les partis politiques, quelle serait la conséquence dans les autres parties de l'AES. Et donc, dans les autres pays. Exactement. Là, ils sont interdits partout. Donc, voilà. Ils sont interdits partout. Ils sont interdits partout. Voilà, la question est réglée. Voilà. Non, mais c'est ça. C'est dire que si on autorisait, si Assimi Goïta autorisait là, avec sa nouvelle loi, les partis politiques, ok, quelle sera la nature de ces partis politiques? Déjà, s'il limite le nombre de partis politiques, ça veut dire qu'il va choisir presque, il va faire un choix pour les partis qui vont être agréés. Peu importe. Parce que si on limite, par exemple, à 5, alors qu'il y a 10 partis qui vont se présenter... Mais Francis a dit s'il y a des conditions. Oui, il y a les conditions, justement. Voilà, Ces conditions, c'est là où il y a le nœud du problème. Tout à fait. Il va y avoir des partis satellites. Et on peut imaginer ceux qui sont en mesure de souscrire à ces conditions. Exactement. Oui, Francis, ce qu'il faudrait dire aux autorités maliennes, ce ne sont pas les militaires qui doivent décider sur l'avenir de tout un peuple.
Moi, je conseille aux autorités militaires d'organiser un dialogue national inclusif. Ça a été fait. Hein. Oui, il faut organiser un vrai dialogue national inclusif. Vous voyez, j'insiste, Il y a eu plusieurs dialogues déjà. d'organiser un dialogue national inclusif, pas des dialogues qui sont organisés entre amis, avec tout le peuple, y compris les partis politiques. Mais il ne faut pas parler seulement de militaires, parce que chez vous, c'est un militaire qui est maintenant président. Oh, tout s'est bien passé. Il ne faut pas revenir. Ça s'est très bien passé. Hein. Nous avons été félicités. Hein. C'est un exemple. Est-ce qu'il ne faut pas revenir tout simplement à une note constitutionnelle normale, quoi, comme on dit, tout simplement? Écoutez, moi je pense que... À une gestion ordinaire des choses publiques, quoi. Oui, tout à fait. Bon. Vous avez la parole, vous allez la garder d'ailleurs, hein, Jean-Élie Mouketou, parce qu'on va parler du Gabon. Oui. Ça vous intéresse beaucoup, le Gabon. C'était le 16 mai dernier, l'ex-président gabonais Ali Bongo Ondimba, son épouse Sylvia et son fils Noureddine, sous le coup de poursuites judiciaires, sont arrivés dans la capitale angolaise, Luanda, à la suite d'une opération d'exfiltration nocturne qui a suscité une vive polémique dans le pays. Alors on peut lire notamment sur le site Gabon Media Time, GMT, on peut lire ceci, je cite, une onde de stupeur et d'incompréhension a traversé l'opinion publique nationale. Ce départ, qualifié de libération diplomatique, soulève des interrogations profondes dans un pays encore marqué par les séquelles de 14 années d'un régime que beaucoup ont assimilé à un système de prédation. Alors, est-ce que vous comprenez la déception ou l'étonnement de certains Gabonais, y compris ceux qui ont voté pour l'actuel président, face à cette manière de soustraire ces personnalités de la justice de leur pays? Alors, nous allons revenir un peu sur ces deux notions d'exil et d'exfiltration. Parce qu'il faut qu'on se focalise sur ça. Oui. C'est vrai que vous avez raison. Aujourd'hui, les compatriotes gabonais se posent beaucoup de questions. Elle se pose la question de savoir pourquoi, de cette manière-là, en plus très discrètement, l'exfiltration nocturne, on soustrait cette famille, la famille Bongo, voilà, de la justice de ce pays, quoi. Oui. D'ailleurs, les magistrats sont très en colère, d'ailleurs. Il y a des interrogations du côté des concitoyennes et concitoyens gabonais. Et je voudrais vous dire aussi qu'il y a une grosse incongruité ici. Je me pose la question, et il y a beaucoup de Gabonais qui se posent cette question. Comment Ali Bongo se retrouvait avec une femme qui s'appelle Sylvia Bongo Ondimba? Et quand elle s'est présentée devant les jurés, elle s'est dit « Oh non, 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 je ne m'appelle pas Sylvia Bongo Ondimba, je m'appelle Marie-Sylvie Valentin. » Oui. C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Oui. Et puis nous disons aussi que comment Ali Bongo se retrouvait avec cette femme qui s'est présentée devant les magistrats gabonais en disant que je ne suis pas Madame Bongo Ondimba, je suis donc Marie-Sylvie, si vous voulez donc Valentin. Et je voudrais qu'on revienne sur les notions d'exil et d'infiltration. Et moi, j'ai vu, par exemple, ici, pour être précis, j'ai vu que nous avons deux termes ici, d'infiltration et d'exil. Nous devons donc s'arrêter un moment. Qu'est-ce que ça veut dire être en exil? Qu'est-ce que ça veut dire exfiltration? Il faudrait qu'on s'arrête un moment. J'ai vu que ici, dans le contexte, par exemple, des termes d'infiltration, d'exfiltration et d'exil, sont inappropriés. Oui. On ne doit pas les utiliser, inappropriés. Il faut retenir que... C'est la justice gabonaise, ce sont certains acteurs de la justice gabonaise qui estiment qu'il s'agit d'une exfiltration. Donc c'est une qualification, effectivement, vous avez raison, oui, qui peut être subjective. Mais effectivement, le fait que cette justice soit dépossédée de sa capacité à juger des personnalités qui sont sous le coup de poursuites judiciaires, voilà, c'est en cela que ce terme se justifie. Il faut rappeler que, quand je dis que ces deux termes sont inappropriés, parce que nous avons qu'est-ce que vous diriez, vous? Madame Valentin et son fils... Comment vous qualifiez donc cette... Oui, justement, Madame Valentin et son fils, il faut bien retenir que c'est une demande qui avait été faite par leurs avocats. De lever, c'est que j'ai noté, de lever ici, donc, ce qu'ils appellent, ils ont sollicité la levée du mandat de dépôt émis à leur encontre lors de leur présentation devant le juge. Noureddine et Sylvia Bongo étaient en détention et ensuite, depuis quelque temps, ils ont été placés en résidence surveillée. Voilà.
Donc, Ça, c'est vous qui le dites. Hein? Ils étaient en résidence surveillée. Ça, si vous le dites. Oui, vous le dites. oui, Ils étaient à la prison centrale. Oui, mais enfin, il était la question... prison, on ne peut pas parler de résidence surveillée quand vous êtes à la prison centrale. D'accord, donc c'est la prison centrale que ils sont partis tous les deux pour se retrouver à Luanda, alors. Les inculpés, excusez-moi, je me répète, ont demandé, via leurs avocats, compte tenu de leur situation de santé, vous savez que, bon, ils ont dit, voilà, ils ont un problème de santé. Ça a été vérifié par le médecin de la prison centrale de Libreville. Et c'est comme ça qu'ils ont bénéficié, si vous voulez, donc, de cette liberté provisoire. Vous voyez? Maintenant, ils se retrouvent en Angola. Et puis il faut poser. Moi, je ne parle pas si je n'ai pas de preuves. J'ai entendu que son fils est à Londres depuis vendredi. Hein. Oui. Je l'ai lu quelque part, mais je n'ai pas de preuves. Donc, il y a la question aussi diplomatique qui s'est posée aussi. L'intervention de l'Union africaine, le président de l'Union africaine qui est venu à Libreville. Il y a aussi beaucoup de diplomates, y compris les diplomates occidentaux, qui sont venus s'interposer, si vous voulez, dans ce sujet. C'est pour ça que certains Gabonais parlent de liberté diplomatique. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que la liberté dont bénéficie M. Ali Bongo, son épouse et leur fils, à tout moment, quand la justice gabonaise aura besoin de ces trois inculpés. Mais vous savez qu'il y a des moyens, il y a des moyens. La justice a les moyens de faire. Non, un instant, je voulais vous rapprendre que la justice gabonaise peut utiliser des moyens qui existent, par exemple, les mandats d'arrêt sous le contrôle d'Interpol. Que pensez-vous de tout ça, Geneviève ? Alors écoutez, c'est très bien que l'Union africaine se soit impliquée, c'est très bien que d'autres États se soient impliqués, il ferait bien de s'impliquer pour Mohamed Bazoum aussi. Voilà, oui, parce qu'il y a eu des coups d'État à des moments à peu près équivalents. Là, je suis ravie pour Ali Bongo, sa famille, qui se retrouve en liberté, qui se fasse soigner, j'en suis ravie. Simplement, depuis le 26 juillet 2023, Mohamed Bazoum, lui, est séquestré avec son épouse dans son domicile dans quelques mètres carrés. Son seul tort, c'est d'avoir été renversé. Envers lui, parce qu'il n'y a pas de charge judiciaire. Il n'y a aucune charge judiciaire envers lui. Il a détourné aucun centime d'argent public. Il n'a pas tenté d'inverser le résultat d'élection. Il n'a aucun problème de gouvernance. Il n'y aura pas de procès contre lui parce que s'il parle, il a tellement de choses à dire sur un système qui était en place et contre lequel il voulait lutter. Et c'est pour ça qu'il a été renversé, parce que lui, il voulait nettoyer les écuries d'Ogias. D'accord ? Donc, que l'Union africaine et la communauté internationale qui se sont impliquées pour M. Bongo s'impliquent pour Mohamed Bazoum, il en est, mais largement tant cette petite plaisanterie a assez duré. Et on voit son prédécesseur, dont en revanche l'intégrité a parfois pu être mise en cause, mais j'en dirai pas plus. Lui se balader partout en Afrique aujourd'hui, être reçu partout encore comme un chef d'État, disons au titre de la ZLECAf. Voilà, donc tout ça n'est pas normal. Il est maintenant temps que Mohamed Bazoum retrouve la liberté qu'il n'aurait jamais dû perdre. On ne lui reproche rien. La seule chose, c'est qu'il a été victime d'un coup d'État. Alors, l'accusé de haute trahison, c'est ceux qui font les coups qui font des actes de haute trahison. Ce n'est pas ceux qui en sont victimes, jusqu'à nouvel ordre. Merci. Le parallèle était inattendu, mais enfin, il se justifie. Gratien, rapidement. Oui. On arrive à la fin de l'émission. Très rapidement. Il nous reste quelques secondes. Oui. La famille Bongo, finalement, c'est pas parce qu'ils ont fait le président, ils ont été renversés qu'ils sont retrouvés en prison. C'est parce qu'il y a des accusations. Justement, il y a des accusations. Oui, bien sûr. Alors, sur ces dossiers, il y a d'autres gens qui ne sont pas des Bongos, qui sont en prison, qui sont restés en prison. Accusés, je le rappelle, notamment de blanchiment, corruption, détournement de fonds publics et association de malfaiteurs. Voilà, donc ce n'est pas parce qu'il y a un dossier judiciaire. Et il y a le président angolais, président en exercice de l'Union africaine, qui se présente en disant qu'il faut les libérer, parce que dans d'autres pays, ça se fait pas comme ça. Et si on dit que vraiment le Gabon, c'est une démocratie, aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont rentrés dans la phase de la démocratie. Mais la démocratie va avec la justice. Pourquoi ne pas juger ? On a vu les familles Bongo, tout ce qu'ils ont fait
au niveau du pays, et ils devaient être jugés. Mais s'ils sont partis, soi-disant qu'ils sont malades, ils ne peuvent pas être très malades en même temps tous. Sinon, il faut absolument que je vous cite quand même cet extrait de ce site d'information Gabon Media Time, parce que c'est important, même si je vois l'horloge qui nous presse. Alors, un extrait de cet article qui dit ceci: pour beaucoup de Gabonais, cette affaire n'est pas close. Elle appelle une mise au point rapide du président de la République ou à tout le moins de son porte-parole. À l'heure où la Ve République se veut un symbole de rupture, le silence autour du départ de la famille Bongo pourrait bien devenir sa première grande contradiction et une source de frustration durable. Car pour les Gabonais, la rupture n'a de sens que si elle rime avec vérité, justice et réparation. Fin de citation. Il faut rappeler que Sylvia Bongo, Ali Bongo, surtout Sylvia Bongo et son fils, sont en liberté. Ce sont les juges qui ont ordonné, pour des raisons de santé, pour qu'ils soient traités hors de la prison centrale. Ça, il faut le retenir. Nous avons, c'est ce qui se passe dans un état de droit. On ne peut pas laisser des gens qui sont souffrants, même si on sait que ce sont des gens qui ont commis des actes que vous venez donc de citer. Donc c'est la justice gabonaise, qui a ordonné cette levée pour des raisons médicales. Oui, voilà. Ce qui est tout à fait différent d'une exfiltration. Voilà. Il y a les notions d'exil, je répète, c'est une mise en liberté. Je répète, les notions d'exil et d'exfiltration ici sont inappropriées. D'accord, très bien. C'est pas un endroit, ils vont se faire soigner. Alors, Alfred. 2 mots. Geneviève a eu raison de rappeler là que le problème de Mohamed Bazoum, il doit être libéré. 2, il ne faut pas s'embarrasser comme tu le fais, Moketoun. Il y a la raison d'État. Et cette raison d'État a fait que, après l'inauguration du président Brice Clotaire Oligui Nguema comme président de la République, il devait poser un acte par rapport à l'Union africaine. Donc il y a la raison d'État qui l'a poussé justement à libérer. Et je comprends la frustration des Gabonais. Et de l'autre côté, on a vu que l'Angola a rétabli. C'est fini. Pourquoi il a pas libéré avant les élections? Merci, c'est la fin de l'émission. Les relations diplomatiques. Merci Geneviève Gauthier d'être venu. Merci beaucoup. Merci Alfred Sango-Lokoro, merci. Merci Jean-Aimé Moketou. Merci. Merci Gracien Roukin-Dekiza. Merci beaucoup. L'émission a été réalisée comme chaque semaine par Moustapha Kanté avec Romain Clicquot de Mec. Merci à eux. On se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle édition de Panel Hebdo. D'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.